Michel Auboin est avec nous, ancien préfet. Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Et vous êtes l'auteur d'un rapport sur les HLM en France avec la Fondapol et l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est un rapport édifiant, car comme souvent en France, tout part d'un objectif louable et ensuite ça déraille. Le logement social en France n'atteint absolument pas son objectif, à savoir loger les familles françaises modestes. C'était pourtant l'objectif du logement social en France. Oui, le logement social en France, il est un peu anachronique dans l'espace européen parce qu'on est quand même les seuls à avoir ce modèle de logement social. Il est coûteux pour les finances publiques. Il est payé donc en partie par les contribuables, pour l'autre partie par les épargnants des caisses d'épargne, via la Caisse des dépôts et consignations. Et il est profondément inéquitable, puisqu'aujourd'hui, en fait, les familles les plus modestes n'accèdent pas au logement social à cause de mécanismes de sélection dans les... Parce que ce sont les fameux Français qui gagnent trop pour être aidés et pas assez pour aller en logement social. Alors, il y a les deux choses. Il y a ceux qui gagnent trop pour être aidés, et puis il y a ceux qui ne gagnent pas assez du tout, parce que le code du logement définit un seuil. En fait, il faut 30% de revenus affectés au loyer pour pouvoir accéder à un logement social. Pour sécuriser les bailleurs sociaux, pas pour aider les familles. Et donc, du coup, on a toute une gamme de familles, en particulier les familles sans enfants, qui n'accèdent plus au logement social parce qu'elles n'ont pas des revenus suffisants. Pourquoi sans enfants ? Parce que les revenus d'allocation familiale sont compris dans les revenus. Oui. Et donc aujourd'hui, le secteur HLM échappe complètement à sa vocation initiale, qui était de loger les familles les plus modestes. Alors, 57% des étrangers et descendants d'étrangers en provenance d'Afrique sahélienne résident en logement social, comme la moitié des immigrés algériens et de leurs descendants. C'est ce que vous avez dit chez nos confrères du Point. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par deux mécanismes. D'abord, le premier mécanisme, c'est l'attribution du logement. Donc, vous avez bien compris que les familles avec 2 ou plus d'enfants ont une sorte de priorité par rapport aux autres, quelle que soit leur origine. Donc, en fait, une famille qui vient d'arriver, qui a des enfants nombreux, a plus de chances d'obtenir un logement social qu'une famille qui est là depuis 10 ans et qui attend un logement depuis 10 ans, puisque sur l'Île-de-France, il faut attendre 10 ans pour avoir un logement social, mais qui n'a pas d'enfant, ou qui en a qu'un. Voilà. Donc, vous avez... Et oui, c'est le critère d'attribution. Alors, évidemment, il est équitable. On ne tient pas compte de l'origine des gens qui sont là. On ne tient pas compte non plus de la durée de vie sur le territoire. Donc, en fait, on ne tient compte que du nombre des enfants, et donc ils sont favorisés. Puis le deuxième phénomène, et ça, c'est ce qu'un peu révèle cette étude, c'est qu'en fait, vous avez des gens qui vont rester toute leur vie en logement social et qui vont même parfois rester sur 2-3 générations dans le même quartier de logements sociaux. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous regardez un peu de près, vous apercevez que le logement social où les loyers sont bas, avec un APL qui vous permet de réduire encore un loyer et donc qui vous laisse un loyer résiduel très raisonnable, ce qui permet de dégager donc d'autres sources de financement pour d'autres types d'opérations, dont on peut supposer d'ailleurs qu'une partie de ces opérations sont en fait des investissements à l'étranger. Voilà. Donc, on est logé en France pour pas très cher, ce qui permet de dégager de l'argent et d'acheter à l'étranger de l'immobilier. On achète en tout cas dans le pays d'origine, où parfois d'ailleurs on ne va plus, parce que quand c'est la 3e génération, les enfants n'y vont pas, mais on préfère acheter la maison, pour dire les choses clairement, au Maroc ou en Algérie ou en Turquie, plutôt que d'investir ici en France. Et ça pose un autre problème, c'est comment on s'approprie comment on s'intègre, comment on s'approprie la France d'une certaine façon, si systématiquement on a tous ses biens à l'étranger. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une vraie question. Effectivement, parce que quand on est étranger et qu'on achète son appartement ou sa maison en France, on achète un petit bout de France. On achète la France. Oui, bien sûr, on achète une petite parcelle dans le pays où on vit. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'effectivement, la propriété est une forme d'intégration. Il n'y a pas que la propriété, mais elle est une forme d'intégration. Si vous êtes propriétaire d'un petit morceau de la France, si vous êtes propriétaire de votre maison, de votre appartement, etc., du coup, vous n'avez pas du tout les mêmes relations avec vos voisins que si vous êtes locataire dans un grand ensemble dont vous ne connaissez pas le propriétaire,
qui est anonyme en général, qui n'est pas très présent et et pour lequel d'ailleurs vos enfants vont finir par penser qu'ils sont eux-mêmes propriétaires du quartier, parce que c'est ça. On va en parler. Très peu de turnover, donc c'est ce qu'on se disait. Hein. C'est terrible. Le taux de rotation n'est que de 7% en HLM. Il est de plus de 30% dans le privé. Ça veut dire que quand on donne un HLM à quelqu'un, il y a de grandes chances ou un grand risque, c'est selon, qu'il le garde à vie, ce que vous nous disiez. Ouais. Vous parlez des transmissions. Comment on le transmet à ses enfants? En fait, on ne le transmet pas. Évidemment, ce n'est pas possible. Oui. En droit, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je pense que tout le monde va hurler dans le secteur HLM en disant que je dis des bêtises. Mais dans les faits, c'est quand même comme ça que les choses se passent. C'est que la personne est à la retraite. Elle va dans son pays d'origine ou ailleurs, elle lâche l'appartement, elle le laisse à ses enfants, c'est encore au nom des grands-parents ou des parents, et en fait, ils n'y habitent plus. Voilà, ouais. Et puis je suppose qu'on a toute une série d'arrangements parce que le bailleur social n'a pas envie de s'embêter avec le locataire, etc. Donc on trouve dans le logement social toute une série de choses. On trouve des sous-locations, par exemple, qui sont absolument interdites. Moi, dans les quartiers où je vais, j'en vois souvent. Donc non, on sait... Il y a quand même un souci de gestion, parce que c'est financé, vous le disiez, par la solidarité nationale. Ah, oui. Et à un moment, il faudrait peut-être que les gardiens d'immeubles disent un peu ce qui se passe dans les immeubles, que chacun prenne ses responsabilités. Le problème, c'est qu'il n'y a presque plus de gardiens d'immeubles. En fait, c'est des gestions qui sont qui sont purement administratifs. L'État a favorisé la construction de mastodontes, des groupes qui gèrent des centaines de milliers de logements. Ces gens-là sont très, très éloignés du terrain. Donc il y a presque plus de gardiens, il n'y a pas de directeur au niveau local, il n'y a plus d'assistante sociale de HLM. Enfin, tout ça est en train de disparaître quand on a une gestion qui est purement administrative. Les solutions que vous préconisez, moratoire, on construit plus de HLM, petit 1, et petit 2, fin du HLM à vie. Oui, je pense que c'est les deux. D'abord, de toute façon, ça tombe bien parce que le secteur HLM est en crise, il n'a plus de financement. Donc, à un moment, il faut arrêter et de dire, on peut pas. On a déjà un quart de nos logements qui sont en secteur HLM. On est les seuls en Europe à faire comme ça. On voit bien que tout est en train de déraper, donc il faut arrêter. Je pense à faire hurler, hein, d'ailleurs. Vous savez, les cris d'orfraie de tout le secteur d'ores et déjà. Et puis, deuxièmement, il faut arrêter avec cette fiction du logement à vie. Il faut introduire un bail comme n'importe où ailleurs avec une durée limitée qui permettrait d'ailleurs, ceci dit en passant, de faire un examen des lieux à l'issue du bail pour permettre de savoir si les gens ont encore des revenus qui correspondent au secteur HLM ou si leurs revenus ont beaucoup dépassé les seuils, quoi. Et sans compter que ça pourrait éviter aussi de garder dans le secteur HLM des fauteurs de troubles récurrents accessoirement pour lesquels on aurait un outil juridique. Merci beaucoup Michel Auboin, merci d'être venu ce matin nous expliquer tout ça, c'est passionnant. On en parlera d'ailleurs avec le ministre de la fonction publique qui sera à 8h10 dans la matinale. Merci beaucoup. Merci.